L'image de justement Eureka, le chercheur qui trouve comme par magie le résultat de ces interrogations. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu. C'est difficile de vraiment avoir un moment où, en sciences humaines et sociales, en tout cas, on peut dire, voilà, c'est le moment où j'ai fait une découverte fondamentale. On est sur des raisonnements qui sont quand même sur un temps long. L'émotion, elle se crée, à mon avis, en tout cas, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vis, peut-être en collectif, avec des chercheurs qu'on a longtemps lus, qui sont reconnus sur le plan académique et avec lesquels on commence à travailler sur certains projets et l'émotion, elle peut être suscitée finalement par cette forme de reconnaissance de la communauté scientifique. J'ai fait ma recherche doctorale sans forcément me destiner au métier de la recherche, après tout. Je me disais que c'était intéressant d'écrire quelque chose sur ça, d'essayer d'avoir une réflexion scientifique et de prendre du recul sur ce que je participais à produire finalement. La vie a fait que j'ai eu l'occasion ensuite de participer à différents programmes de recherche-action. L'idée de la recherche-action, c'est on répond quelque part à une question de politique publique et le chercheur, par exemple en sciences humaines, il va essayer d'apporter une réponse en interrogeant un collectif, je ne sais pas, d'institutionnels, d'acteurs, et en essayant de proposer, de poser des préconisations. Moi, j'ai été sollicitée suite à ma recherche doctorale pour accompagner toute une série de questions qui étaient de réfléchir à qu'est-ce qui se passait une fois la numérisation d'archives réalisées et mises en ligne, quels étaient les usages et les appropriations qu'on pouvait distinguer et observer de ces corpus numérisés et mis en ligne. Ce qui m'a amené finalement à vraiment me spécialiser en tant que chercheuse sur ces questions. Alors ça, pour le coup, ça remonte vraiment au travail de thèse, en fait. J'ai fait ma thèse en travaillant dans une structure qui développait ce type de dispositif numérique pour des sites archéologiques, des musées, des sites historiques. Et donc, assez vite, je me suis rendu compte que ce qu'on produisait, finalement, ça soulevait plein de questions. Et très vite, j'ai eu besoin d'écrire parce que, en sciences humaines et sociales, en tout cas, la réflexion, elle passe beaucoup quand même par l'écriture. Il y a quelque chose de l'ordre de l'accouchement quand on écrit. Et donc, moi, j'ai ouvert un carnet de recherche en thèse à l'époque. Ça se faisait, c'était pas encore très à la mode. Maintenant, ça l'est beaucoup plus. Mais j'ai ouvert un carnet de recherche, donc c'est-à-dire un blog, un blog scientifique sur la plateforme hypothèse.org. Et l'écriture blog qui avait quelque chose de justement, très loin de l'écriture académique, scientifique, classique, m'a permis de me libérer du poids que peut avoir l'écriture d'une thèse, voilà, la peur de la page blanche, etc. Et puis, voilà, et de fil en aiguille de la thèse, j'ai commencé à écrire évidemment des articles scientifiques, des ouvrages, etc. C'est toujours des rencontres, des moments, des expériences qui donnent, en tout cas pour moi, qui me donnent envie d'écrire. Cet ouvrage, il est parti d'une réflexion justement qu'on avait avec un ensemble de chercheurs, et donc notamment Julie de Ramon et Patrick Freyss, avec lesquels donc, on a co-dirigé cet ouvrage. C'est à travers un collectif qu'on a construit progressivement depuis 2013 et dont l'objectif, c'est de s'interroger sur les formes d'existence, les formes de médiation, les formes de communication des objets patrimoniaux au sens large dans l'espace public. Donc, c'était un peu l'idée de cet ouvrage, d'une part avoir des retours d'expérience de professionnels, avoir une prise de recul de scientifiques et puis réfléchir sur ce que ça dit de la façon dont aujourd'hui on conçoit le patrimoine dans l'espace public.